simple, déjà dans un premier temps, et ensuite, Cédric va montrer les autres au fur et à mesure, on va rajouter d'autres paramètres dans les cas de test. Alors, on va y aller étape par étape du token, enfin de l'API simple, après avec token en dur, après avec token en dynamique. On a fait 3 cas pratiques du coup. Et on parlera très rapidement aussi du XAPI Key, qui finalement dans la configuration se présente de la même façon qu'un token, mais on en reparlera à ce moment-là pour expliquer la spécificité en fait de ce paramètre. Je garde la main du coup, Cédric. Tu veux te présenter ou tu veux que je te fasse? Je vais le tenter avec mon PC. Si ça va un peu trop, bah, je te laisserai la main pour Figma du coup. Ça marche. Bah, du coup, je te lâche la. On va voir si ça passe. Ouais, j'ai un PC qui n'est pas très très puissant. Ou c'est mon réseau, je sais pas, on va essayer. Juste pour vous expliquer le contexte sur mon projet, on est en train de faire des maquettes sur une V2 en fait d'un site. Et il y a un collègue qui m'a parlé d'un logiciel qui s'appelle Figma, c'est un outil de UX designer. Et du coup, on s'est dit avec Benoît, Simon et Antoine qu'on pourrait faire les futurs meetings sur cet outil-là parce qu'on pourrait également partager les cas pratiques en dynamique. Donc là, apparemment, je pense que vous voyez mon écran. Ça n'a pas trop ramené. Yes. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une interface web, mais en fait, c'est uniquement des maquettes. Donc là, pour l'instant, on a créé tous les cas pratiques sur les API et par la suite, je vais aussi rapatrier les meetings qu'on a fait sur l'Express et les bonnes pratiques. On va tout centraliser dans cet outil-là. Donc, je vais vous montrer la partie API. Donc, voilà ce que je vous disais, on a créé 3 cas pratiques. Donc, on va démarrer par le simple. Cas pratique 1. Alors, le cas pratique, c'est on effectue un get sur une API et on vérifie le code retour 200. Donc, la première étape, c'est qu'on crée l'application. Donc, tous les champs que vous voyez là, c'est les champs dans Cerberus. Hein. Après, Simon fera une démo, c'est ISO Cerberus. Donc, on ne peut pas vous perdre. Donc, vous voyez, on renseigne tous les éléments suivants. Ensuite, j'ai détaillé que le host de l'application, ça correspond au host de l'API. Oui, je vous l'ai mis en bleu, vous n'aurez plus qu'à consulter la maquette. Ensuite, on crée un service. Dans le service pass, on ajoute la suite de l'URL. Donc, on voit que l'API complète, c'est l'application plus le service. Et ensuite, il suffit simplement de créer son cas de test. Donc là, c'est un point qu'on a bossé avec Benoît et Antoine et Simon, c'est que je ne connaissais pas du tout l'action set service call content. Je m'en servais jamais, et arrête-moi si j'ai des bêtises, Benoît. Il permet de récupérer le JSON Pass en fait de l'API, et à partir de là, on peut naviguer dans le JSON Pass et contrôler les éléments. Donc là, on voit. Tout à fait. Alors, juste ce qu'on peut dire, c'est que du coup, il y a 3 niveaux de configuration. La création de l'application, elle est intéressante parce qu'elle permet de gérer le multi-environnement. C'est-à-dire que dans le service, on va configurer l'accès au service relatif, donc la partie droite de l'URL. Et dans la plupart des services, c'est le host qui va définir l'environnement. Donc le fait d'attacher le service à l'application va permettre de configurer une fois le service et pouvoir l'appeler dans les différents environnements. Donc après, on reprend exactement la même logique que quand on teste un site web ou une application. Finalement, la gestion au niveau de mon application de mes différents environnements et différents endpoints, il est centralisé une seule fois au niveau de mon application. Et après, je peux mettre autant de services que je veux attachés à l'application. Et automatiquement, ça pointera sur le bon environnement. Ça limite l'effort de configuration et ça permet de configurer une fois le service, quel que soit l'environnement sur lequel on veut lancer des cas de test. Voilà, et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que quand vous voyez le contrôle, donc on vérifie qu'on a bien un code retour 200. Donc on vérifie l'attribut HTTP return code et en fait c'est en format JSON, vous voyez, $ pour response. Je sais pas si, je pense que certains ont déjà fait un peu de JSON pour vérifier des API, sûrement avec Postman, en général c'est un peu ce qui est utilisé basiquement. Donc là vous voyez, on peut vérifier le code 200 et on a également ajouté un contrôle sur une valeur texte. Là en fait c'est un élément de notre JSON pass, on vérifie que la valeur c'est bien -1. Donc on vérifie le code retour plus une valeur. Donc il faut vraiment tester un peu ce que vous voulez avec Cerberus. Donc là, c'est vraiment un cas basique. Je pense que vous l'aurez jamais parce que vous aurez sans doute tout le temps un token. Du coup, on va passer. Cédric, si je peux me permettre, du coup, je pense aussi que tu peux zoomer en augmentant le zoom. Si je peux pas plus, en fait, avec Figma, là, je suis au maximum au niveau de. Ah, mais parce que tu t'en sers pas comme en mode navigateur. Oui, ouais, sur l'application. Désolé, je pensais pas que ce serait comme ça, mais au pire, je vous aurai les maquettes, vous pourrez tout retracer.
comment ça marche, vous pourrez voir après de l'autre côté. Je voulais le lancer, donc vous voyez que quand vous allez jouer votre cas de test, votre cas de test appelle votre service getUserList, enfin ça s'appelle getUserList, ensuite votre service appelle votre application, ce qui forme l'API entière, vous voyez là. C'est comme ça que ça fonctionne dans Cerberus finalement. Tu le montres dans Cerberus après? Je montre les 3 cas pratiques, ensuite Simon les repasse directement via l'outil. Comme ça, je pense que ça parle. Donc là, c'est exactement le même cas, sauf qu'on a un token en dur. Donc encore une fois, on crée son application, on crée son service. Il n'y a rien qui change. Hormis le fait que dans le service, on ajoute l'attribut autorisation de type bearer et on ajoute la property.token. Donc là, vous voyez votre cas de test. Dans property, on a créé la property generated token. Ah mince, j'aurais dû mettre token tout court, pardon, je ne l'ai pas mis à jour. Enfin, là, c'est property token et elle est appelée ici dans le service. Quand on joue le cas de test, vous voyez. Ah, j'ai pas renommé le nom, Simon, tu vois, j'ai oublié. Ouais. Enfin, on aurait pu aussi très bien la mettre directement finalement en property, hein, ça aurait rien changé puisque là c'est du dur. Mais bon, c'est pareil, c'est de la bonne technique. Ouais, c'est pour en fait. Pourquoi on le met en property C'est pour le troisième cas, je préférais faire en plusieurs étapes pour montrer le troisième cas. Donc là, encore une fois, vous voyez, pareil que tout à l'heure, sauf que là, le service appelle le token du test case. Donc là, le dernier cas, c'est sûrement celui que vous aurez tout le temps en pratique sur vos projets. Donc encore une fois, application, service, on crée son cas de test. Sauf que là, on crée une property token, mais de type data library. On fait un get from data library. Donc forcément, on doit créer une data lib. Et cette data library va appeler un service qui, lui, va générer le token dynamique. Donc pour ceux qui ont fait un peu de Postman, c'est quand vous faites votre post token pour après générer vos cas de test. Alors une fois que vous allez jouer ce cas de test, première étape, vous récupérez, le post est fait pour le token. Vous récupérez, vous le stockez dans votre cas de test. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, vous voyez, votre token est appelé dans le service. Je pense que c'est bien résumé. Benoît, je ne sais pas si tu as des trucs à... Ouais, non, tout à fait. Donc après, on le verra mieux quand on sera dans l'outil, ça sera plus parlant. Mais je pense qu'on peut quand même rajouter, c'est qu'effectivement, dans la configuration du cas de test, dans l'action, on va faire une action d'appel de service. Et c'est à l'intérieur de cette action d'appel de service, Cerberus va détecter qu'il y a des variables à calculer. Et dynamiquement, il va savoir que pour calculer la variable, il doit à nouveau appeler un service pour récupérer le token. Donc il n'y a pas besoin de finalement coder dans le cas de test la cinématique de je dois rappeler mon service, ça sera fait nativement directement par Cerberus. Et après, une autre remarque aussi qu'on pourra illustrer quand on sera sur l'outil, ça sera plus parlant, c'est que par défaut dans Cerberus, quand je fais une action d'appel de service, tous les contrôles que je vais faire après cet appel de service, ils vont se positionner sur le retour de mon appel de service. Donc, si mon service retourne à JSON, tous les contrôles seront utilisables avec du JSON pass sur ma structure JSON. Si mon service appelle du XML, il faudra mettre des XPath pour pouvoir tester le contenu de la réponse de mon service. Donc, ça, c'est ce qui existe en natif. L'action supplémentaire dont parlait Cédric, c'est le fait que on a une action particulière qui s'appelle set service call content, qui permet de positionner finalement le contexte de mes contrôles sur un objet JSON qui va pas seulement prendre le contenu de la réponse, mais qui va prendre aussi tous les en-têtes et des variables contextuelles du protocole HTTP. Je vais pouvoir récupérer le retour du code HTTP, mais aussi toute la liste de tous les headers, aussi bien dans la request que dans la response de mon appel que je viens d'exécuter. Donc ça permet de faire des tests un peu plus, un peu moins fonctionnels, un peu plus techniques sur le contexte de l'appel. Yes, je vais laisser la main du coup à Simon qui va illustrer ces cas théoriques avec Cerberus du coup. Vous aurez les deux. Yes. Je te laisse la main, Simon. Hop, vous voyez bien mon écran, c'est bon? Ouais. Ok, donc je vais reprendre effectivement les cas de test qu'a cité Cédric. Donc on va reprendre le premier cas de test qui était de créer juste son API et donc l'application, le service et ensuite son cas de test avec une API simple qui n'a pas besoin de token pour être lancé. Donc pour rappel, dans Cerberus, on va dans application. Là, on va dans encore application. Donc on a créé notre application ici.
le système comme d'habitude, et on a bien sûr mis l'environnement avec le host. Donc, ce que disait Cédric, hein, c'est la base de l'URL de nos futurs API, de nos futurs services, qui va être utilisé, et ensuite on n'aura plus qu'à agrémenter avec chaque service qu'on mettra au bout. Donc c'est à cet endroit-là que si on veut créer plusieurs environnements, on peut créer autant d'environnements qu'on veut, décliner l'appel de mes services sur mes différents environnements. Aussi, oui, tout à fait. Donc j'ai créé mon application, ensuite du coup je vais créer donc mon service, enfin, ou mes services en tout cas qui seront liés à cette application-là. Là j'en ai créé un seul, c'est celui-ci. Donc j'ai bien sélectionné mon application que j'ai créée précédemment, donc Host API, donc la base de mon URL, plus du coup la suite au bout, donc qui lui fait partie, donc qui est mon service en particulier. Je choisis la méthode, donc moi j'ai pris un get, et si on veut, on peut après rajouter un body en plus pour récupérer des informations supplémentaires, et le fameux header qu'on verra après pour insérer la gestion du token. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin, parce que sur cette API-là, c'est une API que j'ai récupérée sur Internet qui est libre de droit, et vous allez voir, elle me ressort juste une liste de noms, c'est pour ça que je l'ai appelée users list. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc là, j'ai mon application, j'ai mon service, du coup, je peux créer mon cas de test. Donc, il est là. Et comment ça se présente? Donc, je l'ai fait en une seule step, avec du coup ma première action qui est le call service, où là j'ai juste à rentrer le nom de mon service, hein, mon get users list. Ensuite, en deuxième action, j'ai fait le set service call content, c'est ce que disait Cédric, c'est l'action qu'on a découvert récemment, qui permet de, comme il l'a dit, de stocker en fait finalement la réponse de l'API complète, et comme l'a précisé Benoît, pas que la réponse, mais aussi du coup toute la partie paramètres header. Vous allez voir après quand je vais le lancer, et du coup derrière on peut faire toutes les vérifs qu'on veut par rapport à cette réponse. Donc là je vérifie le retour de code qui est de 200, et je vérifie que expires il est bien à -1. Hop. Expire qui est un élément de l'entête de la réponse. Si je tout à fait, ouais, tout à fait. Donc là c'est bon, donc il me dit que ça c'est bien appelé. Donc on a à la fois le fichier que je générique où il n'y a que la réponse, donc là j'ai bien ma liste de noms, et on a le service call où là on a donc la partie header réponse avec donc, mon fameux expires -1 et mon return code 200 que j'ai déjà la vérif, et ensuite on a bien la réponse qu'on avait déjà dans l'autre fichier qui suit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le fichier le plus complet, et en général quand on a des soucis avec nos API, c'est là qu'on retrouve les erreurs, et ça permet de savoir un petit peu là où on s'est planté. Donc voilà, donc avec le service call content, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir, encore une fois, stocker des informations et après effectuer des vérifications sur tous les éléments de mon appel. En fait. Et ça se présente de cette façon-là, c'est-à-dire, pareil que dans les recherches sur des JSON, où on a le dollar et ensuite on incrémente de niveau par niveau pour aller jusqu'à récupérer l'information que l'on souhaite. Donc ça, c'est le premier cas le plus simple, effectivement, celui que normalement vous n'aurez jamais à faire, puisque, comme l'a dit Cédric, normalement les API sont quand même sécurisés par les fameux tokens. Donc, je ne repasse pas forcément sur comment j'ai créé le service, l'application, hein, c'est exactement la même chose que là. J'ai créé un service et une application, donc c'est pas le même URL, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, là, ce que j'ai besoin d'un token. Donc, pareil, j'arrive à la phase si, petite précision par contre quand même, excusez-moi. Du coup, dans mon service, là, vu qu'on a besoin d'un token, effectivement, dans la partie où j'ai créé mon service, donc dans la fameuse partie header, là, j'ai rajouté authorization et j'ai mis du coup effectivement le type bearer, et nous, on l'a mis en property. Donc, ça va appeler la property token que je vais créer dans mon cas de test. Donc, je reviens à mon cas de test, qui est ici. Hop. Donc, on retrouve bien ma step avec mon call d'API, mon call service, mon set service call content, qui ensuite je vais lui demander d'aller récupérer la réponse de 100, et ma property que j'ai mis, donc j'ai appelé token, avec mon token que là on a mis en dur. Pareil, hein, c'est vraiment pour la démo, là normalement c'est pas autre chose qu'on fait, puisque par définition un token c'est une clé de sécurité qui expire après un certain temps. Donc de toute façon ça va marcher sur l'instant T si vous l'avez généré il y a 2 minutes, mais d'ici 3 jours ça ne fonctionnera plus. Donc là je lance mon test.
Oh mince, il est en erreur. Je joue super bien, franchement. Franchement, le jeu d'acteur, il est magnifique. Non, je l'ai fait exprès, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui arrive quand on a une erreur. Donc, on a bien l'API qui est appelée. Et effectivement, là, il me met qu'il ne retourne pas un code 200, mais un code 401. Alors, pourquoi? En fait, c'est ce que je vous dis. On va dans le fichier service call qui est généré. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve l'information ici. Donc, réponse body, error, et je suis unauthorized. Et donc, invalid token. Après, il faut également connaître vos codes retour 400. En général, c'est le token. Oui. Différents Après, types de codes retour. Ce sera plus parlant pour vous, ceux qui ne connaissent pas trop. Mais en tout cas, dans ce fichier-là, en général, on peut vite retrouver la source du souci. Et effectivement, donc j'ai mon bearer qui est là, et en fait, effectivement, il y avait marqué Groogs, qui est le nom de mon chat, que j'avais rajouté en plus devant le bearer, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est pour ça, donc je vais aller le changer. Hop. Donc là, normalement, on a un bearer propre, valide. Ce matin, et si je relance mon cas de test, nice. Là, c'est bon. Donc là, du coup, on a bien l'appel API qui a encore fonctionné, et j'ai bien un retour de 100. Et là, il me met bien que le bearer, ce coup-ci, où est-ce que je le vois? C'est 200 plus bas là, un retour de code 200. 200, oui. Ouais, tout à fait, 200. Voilà. Donc voilà. Donc là, maintenant, en tout cas, ça, c'est effectivement, c'est vraiment le réflexe, c'est quand on automatise une API, c'est d'avoir le bearer. Le but, c'est pas à chaque fois d'avoir à générer manuellement le bearer et de le mettre en dur dans les properties, parce que sinon, ça perd tout le sens de l'automatisation. Donc, on passe au troisième cas de test, qui est de comment, en fait, on va générer effectivement le token automatiquement, tout simplement. Alors déjà, petite précision, normalement, ça c'est au sein de vos projets, c'est avec les devs qui doivent vous fournir le fameux service qui va générer les tokens. Donc ça ne s'invente pas, il faut le demander et vous l'aurez. Et donc c'est ce service-là finalement qu'on va appeler en amont avant de lancer le fameux service, la fameuse API que l'on veut qui est sécurisée, pour pouvoir du coup lui injecter le token généré et qui sera valide à l'instant T, et du coup que le service soit bien appelé. Donc, si je ne vous dis pas de bêtises, donc, on va reprendre le principe. Donc, j'ai créé une application, j'ai créé mon service en particulier. Et là, du coup, arrive la partie 4 test. Je réfléchis en même temps. Hop. Arrive la partie 4 test. Non, je vais d'abord vous montrer le service. Parce qu'effectivement. Le service avec le poste, toi, je pense qu'il faut le montrer avant. Ouais, parce qu'effectivement, la particularité, c'était effectivement que c'était plus que dans le service. Hop, voilà. Parce que, en fait, là, oui, donc là, je ne l'ai pas mis. Ça, c'est mon. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, je m'y retrouve, excusez-moi. Donc, je n'ai pas encore créé mon service. Je n'ai pas encore créé le service que je voulais appeler parce que j'ai d'abord mis le service qui va générer le token. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, c'est finalement le endpoint qui va générer un token valide que les gens de votre projet vont vous fournir. Donc, celui-là, c'est un post parce qu'en fait, il va me générer une information, une nouvelle information, donc, qui est le token. Donc, il est relié à aucune application puisqu'il est en entier là. Et du coup, dans le header, on va retrouver donc le content type, qui est en général on retrouve dans le curl du service, et l'autorisation, qui est en général un basique avec une chaîne de caractères, pareil, qui vous sera fournie. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de générer finalement mon token. Donc j'ai créé ce service-là. Maintenant, je crée mon API que je veux appeler, qui va être du coup pareil, sécurisé par un token, donc qui est la même. J'ai pris là pour l'exemple. Non, du coup, pardon, dans service. Hop. En gros, ça reprend ce qu'on a vu sur la maquette. Il y a un service qui est en méthode post pour générer le token et un service qui va concerner votre API, ce que vous voulez faire. Ça peut être un get, un patch. Ouais, tout à fait. Par contre, pourquoi je ne trouve pas mon. En tous les cas, le cas, on ne pourra pas le jouer, Simon, finalement. Non, je sais bien, mais je voulais montrer qu'il était relié à une datalib. Tu peux voir mais non, c'est. La datalib, ça, c'est dans le cas de test. Oui. Du coup, je me suis un petit peu embrouillé, autant pour moi. Montre sur le cas de test. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ton cas de test, le contenu ne va pas bouger parce qu'on s'appuie toujours sur la même propriété.
Exactement. Sauf que la propriété, au lieu de la définir en dur, comme tu l'avais fait précédemment en mettant directement le token, on va dire à Cerberus, ben, je ne la mets pas en dur dans le cas de test, je viens de la récupérer de bin data lib. Tout à fait. Les connexions se font, c'est bon. Me revoilà de retour. Du coup, effectivement, c'est plus en dur, c'est relié à une data librairie. Donc la data librairie, elle s'appelle DL Generic Token. Donc je l'ai créée et en fait, la particularité de la data lib, c'est que on l'a rattaché à un service. Et c'est à ce fameux service qui va générer le token que je vous ai montré précédemment. Donc on va lui rattacher. Et en fait, effectivement, quand on va l'appeler, elle va tout simplement, elle, appeler ce service de génération de token et on va lui dire de récupérer cette information-là, donc qui est le access token, le token généré. Et donc du coup, en appelant cette data librairie-là, on va récupérer le token qu'on a mis finalement dans la property, si vous vous rappelez, du service, dans le header de authorization, bearer, et après on mettait property token. Et ben là, voilà, du coup, il va aller récupérer cette information qui est appelée dans la data librairie, qui appelle le service. Pour le coup, je pense que le schéma de Cédric est plus parlant que là, du coup, la démo, parce qu'on passe d'un écran à un autre, c'est plus compliqué. Après, si tu veux, tu peux représenter un peu Figma pour montrer ton dernier cas, si tu veux. Je sais pas si tu l'as lancé, je peux le représenter si tu veux. Enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour générer le token, il nous faut un service, une data librairie et une property qui s'appelle la data librairie. Et après, dans votre cas de test, vous avez votre application et votre service pour votre test d'API. Voilà, c'est ça. Donc, pour rappel, effectivement, c'est ça. On a bien le cas de test qu'on lance. Et au moment où, avant de lancer le service, il va donc générer le token. Donc, pour ça, il va aller taper dans la librairie, la data librairie qu'on a créée, qui, elle, en fait, est reliée au service, donc il va générer notre token. Et donc, on va récupérer le token qui a été appelé, puisqu'on lui a dit, récupère-nous l'access token ici. Et donc, ce token-là, pour rappel, il est il est là, dans l'autorisation. Ouais, je sais pas si tu les mets en lecture. Voilà. Donc voilà, là je peux pas le montrer parce que c'est un cas bien particulier et puis c'est avec des données plus sensibles. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça et ça permet du coup à chaque cas de test de plus s'occuper de générer un token valide puisqu'il va le faire automatiquement. À chaque fois qu'il va appeler le service Generate Valid Token, il va créer un nouveau token. Donc voilà, ce sera toujours. Voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour sur la partie API. N'hésitez pas à nous dire si cette méthode vous intéresse de faire une partie théorique sur Figma pour avoir une vue macro de comment ça fonctionne et après une partie pratique. Ou si vous voulez peut-être d'abord la pratique et après la théorie, enfin voir ce que vous préférez. Est-ce que ça a été clair pour vous, cette façon de montrer les choses? N'hésitez pas à faire des retours soit sur le Visio, soit sur le Slack Cerberus. Et on va laisser la main du coup à Benoît. Attends. Et, il reste une dernière information, c'est les XAPI Key dont je parlais au début du meeting. Les XAPI Key, en fait, c'est des clés encore spécifiques au projet et donc aux clients qui permettent pareil également d'appeler c'est un niveau de sécurité supérieur en fait au token pour appeler des API spécifiques voilà, au projet. Et du coup, ça marche de la même façon que le token. C'est-à-dire que là, pour le coup, comme c'est toujours la même chose, vous pouvez effectivement le mettre en dur, comme j'ai fait dans le cas 2, où ici, par exemple, je repasse en texte, et là, imaginons c'est XAPI Key, enfin, ou je mets même là plutôt, XAPI Key, et puis on va l'appeler en dur avec du texte, et il me suffira de la mettre en property dans mon application, dans mon service, pardon, et je ne sauvegarde pas ce que j'ai fait là, et du coup, il me suffira de mettre dans le header là et de rajouter XAPI Key. Ouais, même principe. Voilà. Donc là, pareil, je peux mettre en property XAPI Key, comme je l'avais appelé tout à l'heure. Et il ira chercher directement la valeur en dur dans mes properties. Voilà, c'est juste pour si un jour vous êtes amené, effectivement, on vous parle de XAPI Key, que vous ne savez pas trop ce que c'est. C'est pour grossir le truc, c'est une sorte de token, mais sécurisé encore plus, qui lui, pour le coup, n'a pas de durée de validité, parce qu'il est valable tant que le service qu'on peut dire joignable. Mais en tout cas, il suffit de le mettre en dur. Et vous pourrez accéder à vos API. C'est tout pour moi. Ce qu'on peut ajouter aussi quand même, c'est que là, on a vu finalement trois exemples du
simple au plus compliqué, avec une logique commune de se dire ce qu'on écrit dans le cas de test se concentre sur réellement les actions qui sont nécessaires à être testées. Donc j'appelle mon service et je contrôle le résultat de mon appel de service, la géométrie de l'appel de mon service. Et donc je ne viens pas polluer mon cas de test avec une cinématique d'appel intermédiaire d'authentification ou d'appel externe. Et donc c'est à ça que sert la data library. La data library, c'est pour récupérer des données qui seront nécessaires à mon cas de test, mais sans forcément complexifier l'écriture de mon cas de test. Et là, on l'a fait dans un contexte finalement où la data library appelle elle-même un service. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir se dire, cette data library, elle peut appeler pas forcément un service REST, mais aussi un service SOAP, ou alors faire un SQL dans une base, ou au contraire directement récupérer une data d'un fichier CSV. Donc on peut séparer les deux notions en gardant un test relativement simple et lisible sur réellement ce qu'on souhaite faire. On a un message à l'instant de Nabil apparemment. Il demande est-ce que vous allez présenter la façon dont la cohérence du retour de l'API est vérifiée? Ouais, alors on peut peut-être écrire un contrôle rapidement pour montrer. Alors, c'est ce qu'on a montré finalement au niveau du code retour et du commentaire. Alors là, on a contrôlé le code retour. J'imagine que la question, c'est maintenant je veux contrôler le contenu de la réponse. Et le contenu de la réponse, il va se faire exactement de la même manière. Alors, on rajoute un contrôle, effectivement. Ouais, montrer juste une page, du coup. Ouais. Du coup, faut que je revérifie par contre, effectivement, le JSON passe. En lançant le cas de test, tu vas le récupérer, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça. Hop, effectivement. Non, pour moi, c'est pas le bon API. Pour moi, c'est pas le bon cas de test. Non, pour moi. Parce qu'il y a le retour est vide. Ouais, c'était basique, c'était le premier cas. Bah, justement, il est là, Simon, ça va t'embêter, il est là. Regarde. Verify expire is -1 là. Oui, mais expire, c'est dans le header. Je pense que la question posée, c'est dans ces informations-là, non? Ouais, c'est ça. Après, ça reste illustré, je te laisse expliquer. Donc, en fait, on va effectivement partir du même principe qu'on a écrit pour récupérer le expire. J'ai déjà pas réfléchi. Bah attends, juste montre la réponse de JSON, parce que je sais pas si tout le monde a déjà fait peut-être un peu de postman au niveau de la navigation avec le JSON, si tu pars d'un tableau et tu navigues entre les éléments. Parce que là, imaginons, finalement, ce qui te retourne, c'est un tableau, tu vois, HTTP response body, c'est celui-là, tu vois, un peu plus bas. Tu vois, ID 1, c'est le premier résultat, ID 2, c'est le deuxième. Et là, en fait, c'est en format JSON que tu peux naviguer dans ton tableau. Je fais de bêtises, Benoît? Non, c'est ça. Oui. C'est justement en fait ce qu'on a fait avec pour récupérer le contrôle du code 200 et le expire -1. Tout à fait. Donc, si on veut tester le contrôle, tu rajoutes effectivement le contrôle. C'est toujours un verify element. Alors, text equal, si on veut faire une comparaison de string identique. Response point ton tableau entre crochet 0. Et après, tu mettras ton élément, c'est ça? Tiré, ouais. Response body. Et après, on met. Et là, je mets ID. Non, je vais mettre name, ça sera plus sympa. Après, effectivement, bon là, vu que c'est une liste, c'est un tableau, après, je dois mettre celui que je vois en particulier, le 1, 2, 3, 4. Je pense que si je mets que comme ça. Après, au lieu de le faire là, si vous voulez, on rajoutera sur la maquette ce cas spécifique comme on navigué dans le JSON, peut-être. Ouais, parce que ton HTTP response body, c'est directement un array. Donc derrière le response body, il faut que tu dises je veux l'élément 1, par exemple. Ouais, il faut mettre entre crochet 0 sur le tableau. Tu fais .id et tu peux tester. Mais c'est pas, si vous voulez, déjà, on va recréer, enfin, après meeting, on le recrée, enfin, on rajoutera la ligne comment naviguer dans le tableau, comment écrire son JSON, et on remettra également dans la maquette, comme ça, vous aurez pu la consulter et tout le monde aura l'info. Ah oui, c'est entre crochets, hein, c'est ça à la fin. Oui, c'est entre crochets après le HTTP response body pour récupérer l'élément. La première donnée, c'est un tableau. Ouais, avant name. Ouais, après le Y. Ouais, avant le point, ouais, avant le point. Response body, crochet 0, point. Point ID, par exemple.
Ah, j'ai mis name. Parce que j'ai fait une vérif avec le name, donc Ouais. on va voir si c'est ça. Yes. Ok, boss. Et voilà. En fait, voilà, donc du coup, c'est. Pour rappel, je l'ai mis là, comme ça on voit bien à côté. Ce que j'ai fait, en fait, c'est ça, j'ai découpé, j'ai tapé dollar, réponse. Ensuite, j'étais au niveau en dessous, qui était donc nous intéresse HTTP réponse body. Donc, effectivement, après, on met le numéro de l'information qu'on souhaite, parce que c'est toujours les mêmes choses derrière. Le là, tableau. Name du tableau. Et du coup, après, j'ai mis que je voulais avoir cette information-là. Donc, à savoir que là, comme on est derrière une action set service call content, on est obligé de passer par la couche response HTTP response body. Si on avait mis le contrôle juste derrière l'appel de service, en dehors de cette action-là, par défaut, on se positionne sur le retour. Donc, on n'a pas besoin de faire un JSON pass qui passe par response HTTP response body. On arrive directement sur le corps de la réponse du service. Dans quel cas, on aurait fait un dollar crochet 0 directement .name, parce qu'on part de la réponse fonctionnelle du service. On a une question intéressante dans le chat de Christophe Dampierre. Là, pouvez-vous donner un exemple de cas de test avec plusieurs steps, dont une step ou plus, et dépendant de la réponse JSON des steps précédentes? En gros, variabiliser une réponse du JSON pour ensuite la réutiliser. Donc ça, c'est un property get from JSON, c'est pas ça, non? Alors pour faire ça, effectivement, donc on ferait un appel de service et après on définirait une propriété qui serait de type get from JSON. On peut aller sur l'onglet propriétés. Et là, au lieu de la mettre en mode texte, on ferait un get from JSON. Get from JS. Là, get from JSON, ouais. Et là, c'est normal? On a un get from JSON et un get from JS, c'est la même fonction. Alors JS, c'est JavaScript. Donc si c'est sur une application web, tu l'exécutes un JavaScript pour récupérer une variable. Donc là, c'est bien get from JSON. J'écris le JSON pass de la même manière. Donc ici, je pourrais faire un dollar de 0.name, par exemple, si je veux récupérer la première entrée de nom. Par défaut, donc j'ai pas besoin de mettre le deuxième paramètre, parce que si je le mets pas par défaut, il va se positionner sur le contexte de mon dernier appel de service. Et une fois que... Voilà, donc c'est ça. Et donc ma propriété test, après, je peux l'appeler dans un appel supplémentaire. Donc si je refais un call service d'un nouvel appel, ce nouvel appel, je peux le renseigner avec un pourcentage property.test et il sera remplacé par la valeur du premier appel. Donc ça, c'est général au fonctionnement de Cerberus, que ce soit un test API, du oui, ou qu'on switch d'une technologie à une autre. Une propriété, elle peut récupérer une valeur d'un JavaScript, d'un JSON, d'un XML, d'une page web. Et une fois que je l'ai mise dans ma propriété, je peux la réutiliser partout dans mon cas de test, presque à n'importe quel endroit. Ça peut être dans les headers d'une requête HTTP, comme on l'a fait là sur l'authentification, mais ça peut être dans le contenu d'une page web ou dans n'importe quel endroit. Je pense que vous avez bien répondu. On a un cool merci de Christophe dans le chat. On a également une question de SM. Est-il possible de créer des contrôles custom en Cerberus? Ouais, alors là, il y a déjà beaucoup de contrôles. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un contrôle custom. Peut-être créer un contrôle en plus, avoir la main pour créer un contrôle dans l'outil, c'est un peu ça que tu voulais dire, je pense. Après, on peut. Ouais, c'est ça, pardon. Ouais. Est-ce qu'on peut en créer nos propres contrôles dans Cerberus? Après, faudrait expliquer ce qui manque comme contrôle et qui nécessiterait de rajouter une entrée. Et comme c'est un open source, soit via contribution, soit via ticket, on sera pris en charge par la communauté. Un ticket sur GitHub, ce qui est demande de modification dans l'outil ou d'ajout. Ouais. Enfin, je veux dire qu'un utilisateur de l'outil n'a pas la main pour créer des contrôles personnalisés dans Cerberus. Non. Les contrôles sont supposés être suffisamment génériques pour être utilisables. C'est pour ça que ça serait intéressant de comprendre le type de contrôle qui manquerait potentiellement, parce que l'objectif aussi de l'outil, c'est de masquer un peu la complexité d'implémentation derrière et d'avoir des contrôles qui sont simples à utiliser et pas devoir effectivement rentrer dans quelque chose de trop compliqué. Yes. Mais oui, c'est toujours intéressant de partager les types de contrôles qui pourraient manquer et enrichir l'outil.
Alors, je pense que c'est tout niveau question. On va vous laisser enchaîner, du coup, Benoît et Antoine, sur la suite. Yes. Ouais. Je vais vous laisser la main, du coup. Donc encore une fois, tout ce qu'on a présenté avec Cédric, le fichier Figma, il sera à disposition, vous pouvez le récupérer et refaire les steps au fur et à mesure. Et pareil, comme l'a dit Benoît en début de meeting, on vous a mis normalement dans le chat, on va le remettre vers la fin aussi, le lien vers une instance de Cerberus, celle que j'ai montrée là pour les démos, que vous pourrez utiliser en lecture, donc revoir les cas de test et essayer de mieux comprendre plus en détail comment ça fonctionne. Voilà. Peut-être avant qu'on switch, j'ai vu qu'il y avait Philippe qui avait fait une petite remarque sur le fait qu'il mentionnait que c'était plus facile de vérifier sur la réponse au lieu du service call. Je pense que Philippe fait référence au fait qu'il y a des variables système dans Cerberus. Quand je fais un pourcentage property, point le nom de la propriété, là je récupère une propriété, mais on peut faire aussi des pourcentages système, point, il y a toute une liste de variables système. Et il y a une variable système qui permet de récupérer le dernier retour du code HTTP de la réponse. Et c'est aussi une autre manière de vérifier que le retour de mon service a bien retourné un 200, parce que généralement c'est ça correspond à c'est le test assez classique que tout le monde fait, et ça permet de le faire sans devoir faire un set service call content. L'inconvénient de cette méthode-là, Philippe, c'est qu'il n'y a que le retour au code HTTP, et des fois on veut vouloir vérifier les en-têtes des retours HTTP, et là pour avoir les en-têtes de retour HTTP, il n'y a pas de variable système, il faut passer par le service call, cette service call content, pour avoir la géométrie complète de l'appel. Pour info, c'est ce qu'on avait fait à la base sur la maquette. On avait fait un système pour un last service HTTP code. Et comme après, on s'est dit dans l'implémentation, ce serait également intéressant de vérifier le contenu du digital tâche. Je pense que c'est plus parlant et plus pertinent de partir justement sur le set service call content pour récupérer les éléments indépendamment. Quoi. Je trouvais que c'était plus clair personnellement de partir là-dessus. Mais effectivement, il y a aussi cette méthode-là. C'était bien ça, Philippe? Ouais, c'était ça. C'était surtout aussi pour quand on veut voir la réponse, quand on veut travailler avec ce que l'API répond, c'est plus facile de travailler avec le fichier de réponse vu que du service call. Seulement pour voir la réponse, si on veut prendre des valeurs, des calculer de propriétés, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça fait une étape en moins finalement. Tu n'as pas besoin de mettre l'action de cette service sur le content, ça fait une étape en moins. Exactement. Ouais, les JSON pass sont plus courts aussi. Tu pointes directement sur la réponse. Exactement. Yes. Bien vu. On vous laisse partager. On enchaîne. Tu partages ou tu veux que je partage, Antoine? Commence peut-être. Ouais, si quelqu'un peut partager, c'est le PowerPoint, là, parce que là, comme j'ai l'enregistrement, j'ai pas forcément le PowerPoint. Donc après, moi, je peux montrer les cas de test. Partager, Simon, Benoît? Je vais le faire, ouais. Ça marche. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Donc juste, on va pas faire expliquer tout ce qui est GraphQL, hein, mais juste ce qu'il faut retenir, je pense, en point clé, c'est que c'est très proche du REST, c'est sur les mêmes protocoles, etc. Les use cases, normalement, c'est pour récupérer des données dynamiques de back-office plutôt dans un environnement mobile ou front, etc. Et donc, c'est pour éviter d'avoir la lourdeur de description d'API REST et plus de flexibilité entre des équipes back et front office. Donc, on peut faire comme sur le REST du get et du post, même si honnêtement, le get, c'est clairement pas pour ça qu'a été construit le GraphQL. Dans le GraphQL, vous retrouvez en bas les 3 éléments clés de query pour le GraphQL. Il y a donc un élément query et après des éléments optionnels sur les noms d'opérations et variables que vous voulez ajouter. Donc, comme le besoin de base, c'est d'avoir de la flexibilité entre le front et back sur les données, c'est pour ça que c'est une structure assez souple et dynamique. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup des arrays à définir au runtime. Donc sur Cerberus, c'est possible de supporter ces deux cas de manière très similaire à ce que Simon et Cédric ont montré. Ce qui va beaucoup changer, c'est le body en fait, des appels que vous pouvez soit mettre en dur, soit variabiliser avec le contenu. Donc, on peut passer à la slide d'après. J'avais mis les exemples et après je
démos. Et donc là, par exemple, c'est la définition du service qui est exactement similaire. On définit donc en haut à droite un type REST. Et ensuite, là, c'est un exemple avec le GET que vous pouvez faire. Bon, honnêtement, le GET pour du GraphQL, moi, j'en ferai pas. C'est pas fait pour ça. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez, mais honnêtement, là, j'ai fait un peu le cas simple, mais ça devient vite compliqué. Parce qu'en fait, vous devez tout faire tenir sur une seule string d'appel HTTP. Et donc, en fait, là, c'est l'exemple bateau qui est défini. Mais en fait, en vrai, si vous voulez faire quelque chose de plus complexe, déjà avec 2 paramètres, il faut mettre tous les pourcents, 20, etc. dans l'appel. Et après, les accolades aussi, il faut les escaper pour l'appel HTTP. Donc, c'est immaintenable pour moi à moyen terme. Et en plus, GraphQL n'est pas fait pour ça. Donc, voilà. J'ai mis un exemple, par exemple, tout en bas là, du slide de ce que peut donner un cas plus complexe. Bon, bah, essayez de débugger ça après, bonne chance. Enfin, c'est pas du tout fait pour ça, quoi. Donc, voilà. On va plutôt regarder du coup un cas post qui est, voilà, là c'est plus propre. Et puis, du coup, Cerberus le passe nativement. Et vous pouvez aller mettre du coup tous les variables de la même façon qu'on a vu, donc avec les pourcents, etc. Vous pouvez variabiliser après vos tests avec une seule structure d'API. Et après, pareil, vous pouvez utiliser les mêmes types de vérification un peu plus souples de parsing de JSON avec $data post ID. Donc c'est beaucoup plus simple à implémenter, à maintenir et à partager entre les équipes. Voilà. Donc, à retenir pour moi, c'est GraphQL, faire du post et variabiliser vos appels pour garantir la maintenabilité, quoi. Et après, la logique et tout le reste des appels, etc., c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec le reste. Vous pouvez faire pourcentage, last response code, variabiliser propriétés, utiliser la data lib pour variabiliser des tokens, etc. C'est globalement la même chose. Il y a un exemple à partager, Antoine? Ouais, oui, ils sont dedans, ouais. Dans le test, là, j'avais fait 2 cas. Bah, le post, par exemple, le get. Le get, je l'avais fait planter exprès, je pense. Mais... Donc le post, on voit le call service ici, avec le... Ouais, après, là, je l'avais mis dans le IDEA, je pense. Ah oui, tu l'avais mis. J'avais même arrêté de batailler pour faire avec les pourcentages, tellement c'est la croix et la bannière. Donc, ouais. Et là, d'ailleurs, on voit la deuxième méthode dont faisait référence Philippe, à savoir teste directement si le numérique de ma variable système dernier retour HTTP est égal à 400. Yes. J'imagine que là... Celui-là, il est KO, normalement. Il est bon, même. Ouais, parce que j'avais mis un check sur 400. Mais ouais. Il est bon parce que, effectivement, mon retour HTTP, il est bien égal à 400. J'avais fait un cas plus nominal, je pense. Ouais, non, il y avait un problème aussi. J'avais fait un cas plus nominal sur le poste, normalement, qui comme c'est plus propre. Donc ça, c'est le premier exemple, effectivement. Le deuxième exemple. Donc là, j'appelle mon service REST en mode post, dans la même URL. Et là, j'imagine une request. C'est compliqué. Le code retour 101, c'est la première fois que je le vois. Ça correspond à quoi ce code-là, du coup? Ça, c'est juste, là, c'est une API publique, là, GraphQL 0, Almancy, etc. Et donc, c'est cette API-là qui retourne ça, mais c'est leur implémentation. D'accord, ouais, c'est pas le code HTTP. Ouais, c'est un code fonctionnel, c'est l'ID d'un poste imaginaire, là. Ouais, je croyais que c'était un code retour en 101, je crois pas, oui, j'ai pas vu. Non, donc là, on part bien là, on est dans la première question qui avait été posée, c'est je fais mon appel de service et je teste directement via JSON Pass un élément de la réponse. Et donc là, je mets JSON Pass et là, la valeur de la réponse. Ouais, dans tous les cas, ça rejoint la même logique que la PRS, quoi, donc on a capté la logique là-dessus. Ouais, les mêmes pratiques de design et de variabilisation de jeux de données et de services s'appliquent en fait pour que ce soit robuste et scalable, quoi, effectivement. Il y a une partie bonne pratique, il faut bien construire son test, quoi. Donc là, si je regarde la réponse, j'ai bien data create post ID 101. Et là, j'ai bien fait un contrôle qui dit data create post ID égale à 100. Du coup, après, ça peut être assez facile de variabiliser plusieurs vérifications, quoi, juste en variabilisant la property de contrôle. Après, on peut très facile, et en faisant en mettant dans la librairie, par exemple, ce step-là, on peut assez facilement vérifier une série de jeux de données, etc.
Yes. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie GraphQL. Dans le chat, il n'y en a pas. Donc même que c'est clair, je pense. Donc on va faire la dernière partie qui est la partie Kafka. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kafka, c'est un broker d'événements. Donc en fait, il faut imaginer Kafka comme étant une pile d'événements centralisée au niveau du SI. Et finalement, cette queue, cette pile d'événements va permettre à une ou plusieurs applications de créer des événements. Et de la même manière, une ou plusieurs autres applications de se mettre à l'écoute de ces événements pour faire toute une série d'actions. Si j'essaye de donner un exemple un peu concret d'utilisation de Kafka, on peut avoir un Kafka qui gère toute la partie client. Et donc, sur ma pile centrale, je vais avoir toute une série d'applications qui vont pousser des événements de création de clients. Donc, je vais avoir mon site web qui décide de créer un client, mon application back-office qui décide de créer un client. Donc, toutes ces applications de manière indépendante et autonome, elles vont émettre des événements de création de clients dans une pile centralisée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un produce en Kafka. Donc, les applications produisent des événements dans mon bus central Kafka. Et en face de ça, je vais avoir une ou plusieurs applications. Donc ça peut être une application marketing qui est intéressée de l'événement de création client parce qu'ils veulent déclencher un email. Mais ça peut être aussi une application comptable ou financière qui veulent créer le compte client au moment où le client est créé. Donc ces applications-là, elles vont se mettre à l'écoute de ces événements, quel que soit le producteur, et générer et faire les actions de manière indépendante et asynchrone. Et, la beauté de Kafka, c'est que c'est quasi temps réel. Il n'y a pas de latence entre les événements de création et les événements de production, si tant est que vos applications sont performantes. Donc, du coup, ça introduit des nouvelles notions d'asynchronie qui sont souvent pas simples à tester, dans la mesure où en fait, ces événements sont partagés et centralisés. Et donc, on se retrouve vite à parser énormément d'événements dans une pile Kafka, parce que Kafka va rendre disponible des millions d'événements depuis l'existence de la queue. Et si on lance un cas de test, on a tendance à reparser la totalité de ces événements, alors qu'on veut juste les derniers événements créés dans lequel de mon cas de test. Et donc, c'est l'intelligence que va rajouter Cerberus, de se dire à chaque fois que je vais lancer une exécution dans un contexte Kafka, de manière complètement masquée, Cerberus il va se positionner sur le contexte Kafka au dernier événement. Et du coup, il ne va se mettre à l'écoute que des derniers événements et on va pouvoir contrôler les apparitions récentes d'événements, quelle que soit l'origine de la production de l'événement. Alors du coup, dans Cerberus, une API Kafka, ça se présente quasi de la même manière qu'un service qu'on vient de voir. Donc c'est le même objet application service, sauf qu'au lieu d'être de type REST, il va être de type Kafka. Et il va avoir deux possibilités dans ce service. Donc je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Donc, si je vais sur mes services, ici, donc j'en ai créé un premier. Donc on voit ici, tout à l'heure, on était sur un type REST, donc là on s'est positionné sur un type Kafka, et en me positionnant sur un type Kafka, j'ai deux possibilités en termes de méthode sur Cerberus. Un produce qui va me permettre de produire des événements dans un topic Kafka, et un search qui va me permettre de récupérer des événements sur mon topic Kafka. Donc là, c'est un premier service qui me permet de produire un événement. Donc pour produire un événement via Cerberus, il suffit ici d'enseigner donc le chemin. Donc ici on utilise le Haven qui est un fournisseur cloud d'infrastructure Kafka. Donc on pointe ici sur le host Haven, et ici on doit spécifier le port. Donc ça c'est fourni par les personnes qui gèrent l'infrastructure Kafka. Ici je renseigne le topic, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon infrastructure Kafka, je vais pouvoir gérer plusieurs queues, et ça s'appelle des topics dans le langage Kafka. Et ici, de la même manière que j'appelle un service, je mets le contenu de mon message. Donc, ici, en l'occurrence, c'est un JSON avec juste surname et name. Notez qu'ici, je l'ai variabilisé au niveau du nom.
Et il y a une notion de clé. Chaque événement qui est poussé dans Kafka peut quand même porter une notion de clé qui permet de retrouver l'élément. Donc en plus du contenu de cet événement, donc là c'est dans les propriétés Kafka, c'est plutôt la manière dont je vais me connecter une série d'informations, notamment le stockage des clés et les protocoles sécurisés. Et ici, alors je ne l'ai pas utilisé, mais Kafka a aussi une notion d'entête, comme le protocole HTTP, sur lequel on peut rajouter des entêtes Kafka et de la même manière récupérer les entêtes. Donc là, c'est un service de production d'événements Kafka. Si je regarde ici maintenant un service de recherche Kafka, donc c'est un deuxième type de méthode. Donc la définition va être assez similaire et elle est même plus simple encore parce que je pointe juste sur la machine et le topic. J'ai plus besoin de spécifier de message parce qu'en fait, je vais me mettre à l'écoute de ma queue Kafka pour récupérer les événements. Par contre, les paramètres de connexion restent identiques pour me connecter au backbone Kafka. Donc ça, c'est la configuration des services. Maintenant, si je prends un exemple, ici j'ai fait un petit exemple. Donc dans mon exemple, je fais une succession d'appels de services pour finalement pousser des événements dans ma queue et à la fin les récupérer. Et là, il y a une petite subtilité. Alors, je commence par créer ici un premier événement. Je produis un premier événement. Je produis un deuxième événement ici. Et là, je vais en rechercher pour un événement. Et là, comme on est sur une notion d'asynchronisme, quand on recherche un événement via Cerberus, il y a deux paramètres supplémentaires qu'on peut renseigner. Le premier, c'est le nombre d'événements à partir duquel je libère le cap test. Donc Cerberus va se mettre à l'écoute finalement de cette queue Kafka et va attendre que j'ai le nombre d'événements nécessaires avant de libérer le reste de mon cap test. Parce que comme les interactions sont asynchrones, je ne sais pas à quel moment mon événement sera bien présent dans ma queue. Et je peux attendre soit un nombre d'événements ou je peux attendre une durée. Parce que après, le nombre d'événements, peut-être qu'il va, au bout d'un moment, il va ne jamais arriver. Et donc, je suis bien obligé de dire à Cerberus, au bout d'un certain laps de temps, on considère qu'il n'arrivera plus. Il faut quand même bien libérer le cap test pour finir les actions du cap test. Donc là, je produis deux événements. Ici, j'attends un seul événement pour libérer. Donc là, celui-là va être libéré tout de suite, parce que j'en ai eu deux juste avant. Donc, il y en a un qui est ici. Je refais une opération de recherche, où là, j'en attends deux. C'est pareil, il va être libéré tout de suite. Par contre, celui-là, il attend trois événements. Et là, on va voir que du coup, il va attendre les 5 secondes, parce qu'il va récupérer les deux premiers événements produits précédemment. Sauf que le troisième événement ne va jamais arriver. Et donc, il va aller au bout des 5 secondes pour libérer le cap test. Alors, à noter qu'ici, je le fais dans un contexte où je produis et je recherche des événements. Là où c'est plus intéressant, c'est de finalement tester que si, par exemple, j'appelle mon service de création de client, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je fais un call service de mon service qui crée le client et après, je me mets sur un call service de recherche et je vérifie que cet appel de service a bien produit. Mon application de création de client, elle a bien non seulement créé son client, mais elle a aussi poussé l'événement de création de client. Et là, je serai capable de vérifier que l'événement que je récupère côté Kafka, il est bien conforme au client que j'ai créé précédemment par l'appel de mon service. Alors, on va lancer l'exemple. Voilà, donc on voit qu'ici, donc à chaque fois que on fait une opération sur la queue Kafka, donc on essaie de mettre des messages assez parlants pour expliquer ce que fait réellement Cerberus sur le système. Donc là, il a bien produit un événement. On rappelle le topic dans lequel l'événement a été produit. Et quand on pousse un événement, Kafka retourne ce qu'il appelle le numéro d'offset, le numéro de l'événement qui a été stocké dans ma queue Kafka. Donc ici, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous voyez, mais le retour de l'offset, c'est 64,29. J'en ai produit un deuxième qui a pris un numéro d'offset sur 64,32.
30. J'ai recherché mon premier événement. Et là, je l'ai retrouvé. Donc, je l'ai retrouvé en 0 secondes parce que je l'ai tout de suite trouvé. Je l'ai produit juste avant. Ici, c'est mon action qui va en récupérer 2. Je l'ai aussi immédiatement trouvé. Donc, ça a pris 0 secondes. Et ici, le dernier sur lequel je m'attendais en avoir 3. Et donc, ici, Cerberus remonte bien que effectivement, j'en ai remonté uniquement 2. Et j'ai dû attendre les 5 secondes. Et j'ai pas réussi à récupérer les 3 services. Et si en ton cas tu attends 3 réponses ou tu n'en as que 2, tu peux aussi faire en sorte que le cas soit en erreur là, parce que là je vois qu'il est en vert Alors il est en vert parce que aujourd'hui l'action s'est bien passée. L'action d'attendre et de récupérer le contenu de mon topic, soit en attendant 5 secondes, soit en récupérant 2 ou 3, cette action-là s'est bien passée. Donc si on considère que dans mon cas de test, c'est pas normal parce que je devais en avoir 3, il faut effectivement rajouter un contrôle derrière cette action qui dit je compte le nombre d'éléments que j'ai eu en retour de mon service et je vérifie que j'en ai bien 3. Mais ça, c'est un contrôle à faire parce que peut-être que c'est normal d'en avoir 2, peut-être que c'est normal. L'action s'est bien passée d'un point de vue Cerberus. Ah ouais, c'est vrai, Maintenant, ce qui reste. Okay, bah après, maintenant, ce qui reste. C'est ce qu'on disait. Kafka, c'est une techno assez récente, non? Peut-être que je dis des bêtises. C'est relativement récent. Ouais. C'est devenu un standard de gestion du bus événementiel asynchrone. Donc, c'est quand même beaucoup utilisé. Donc, à mon avis, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous risquez d'en faire. Ah, justement, c'est pour ça que je veux t'en parler. Tu m'en as parlé la semaine dernière, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est intéressant que tu aies commencé par un cas concret. Et ouais, sur mon projet, justement, il y a un des devs qui m'a parlé le vendredi dernier, il commence à faire un truc en Kafka. Donc, ouais, je pense qu'il y a pas mal de projets qui pourraient être impactés par ça. Donc, c'est bien de commencer à regarder ça en amont, quoi. Il faudra aussi, avec Simon, encore une fois, je vais l'engager, qu'on bosse une maquette là-dessus. On l'a fait sur les API REST. C'est aussi le faire sur le Kafka, c'est un peu différent quand même. Yes, carrément. Rajouter sur la doc. Parce que même moi, je ne maîtrise pas trop, je l'ai montré une fois, mais c'est vrai que ça peut être intéressant comme sujet à travailler au niveau doc. Donc là, de la même manière, si on regarde un peu, donc là dans les requests, quand je produis, donc là on voit le détail finalement du message que j'ai mis dans ma queue Kafka, avec le résultat de la variabilisation. Donc là c'est le premier message que j'ai poussé. J'ai poussé après un deuxième message. Et là dans la réponse, donc là je me suis mis en écoute. Et j'ai attendu un seul message, donc j'ai récupéré ici mon premier message avec la valeur de la clé qui a été poussée. Et à noter que Cerberus, du coup, dans une structure JSON, fournit aussi le numéro d'offset et les potentiels headers qui ont été véhiculés dans l'appel. Ici, deuxième recherche, donc c'est la même chose. Au lieu d'avoir une valeur, j'ai bien mes 2 valeurs. La première et là la deuxième. Et si j'en ai récupéré 3, ben là j'ai bien la même chose parce que j'avais pas produit de 3e événement. Donc c'est un peu la même logique qu'un appel de service en retour HTTP, c'est que Cerberus met à disposition un objet JSON dans lequel on peut faire des JSON pass et tester un peu n'importe quelle valeur, qui reprend le maximum d'informations qu'on peut vouloir tester. Donc on peut vouloir tester des entêtes, on peut vouloir tester des numéros d'offset, des partitions, le contenu de mon message avec les valeurs de clé ou le contenu réellement de chaque événement dans la. Voilà. Yes. Et ça effectivement, ça donne la possibilité de faire des tests. Typiquement, si je reprends l'exemple, on peut s'amuser à même écrire une cinématique où je vais sur mon site web et je fais mon scénario jusqu'à la création de mon client. Et à la fin, je récupère mes événements dans une queue et je contrôle mon scénario de création client via l'interface web bien produit le bon événement dans mon bus Kafka en back-office. Ça permet de faire des tests automatisés. Ça pourrait être intéressant peut-être de créer un cas justement où on part du front et on arrive là-dessus. Ouais, après il faut avoir un site qui j'ai produit un événement Kafka. Là on a là dans la version open source, quand on fait de la non-reg sur Cerberus, on a mis en place une infra Haven assez simple sur lequel on fait juste je produis et je consomme des événements.
Après, effectivement, si on veut tester des applications entre les deux, il faut trouver un exemple de site. Je ne sais pas si Redux le fait déjà. Je pense que Redux commence à le faire. Sinon, pour prendre Damar, c'est vraiment qu'on fait le test sur leur site. Oui, mais je pense pas que Damar publie un événement Kafka sur leur site. Pas encore. Yes, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Je pense que ça a été assez clair. Ou alors peut-être aussi que la plupart des gens ici n'ont pas encore de Kafka. Et pour la suite, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. L'idée, c'est effectivement que vous sachiez que ça existe et que, effectivement, si vous entendez parler de Kafka, sachez que c'est tout à fait faisable et testable via Cerberus. Ouais. Bah, vu qu'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a fini la presse. Il n'y a plus d'autres sujets. Non, c'est bon. Ça roule. Donc, dans le Slack Cerberus, on va mettre l'identifiant pour accéder au Cerberus de démo, pour ceux qui veulent piocher un peu ce qui a été fait, ou s'inspirer. Les maquettes Figma, je voudrais d'abord terminer les templates pour faire ça un peu plus au propre, parce que je l'ai fait la semaine dernière, faire un truc un peu plus carré, même pour les prochains meetings. Et après, ce qui est intéressant, c'est de récupérer les mails de ceux qui sont intéressés pour que vous puissiez justement jouer les maquettes et puis consulter la doc dynamique finalement. Que par la suite, on compte rapatrier dans la documentation V2 de Cerberus. On n'a pas le temps de bien lancer là-dessus, mais l'idée, c'est d'avoir une première étape Figma et après partir sur la documentation V2.